Moi, je suis contre la police municipale et nous, à Décidons Pareil, nous sommes contre la police municipale. Nous estimons que face à des problèmes sociaux, on doit mettre en face des mesures sociales. Je discutais récemment avec un jeune de la Goutte d'Or, je lui disais c'est quoi ton problème? Il m'a tout de suite dit la police. Donc les contrôles de police au faciès. Et pour eux, jeunes qui ne se considèrent pas comme des délinquants, eh ben, ils ont un vrai problème face à la police. Donc évidemment, il faut régler peut-être le danger dans l'espace public par d'autres choses, notamment remettre du lien, remettre des gens dans la rue, refaire en sorte que les gens se sortent dans les rues. Aussi, on fait des porte-à-porte. On nous dit souvent qu'il n'y a plus de gardiens dans les immeubles, il n'y a plus de bancs, il n'y a plus d'espace pour se retrouver, pour se rassembler. Et dès qu'on est rassemblé, on est ensemble, il y a moins de danger. Donc voilà, moi je crois vraiment à ça et je prends souvent l'exemple de Lori Lightfoot, qui est la maire de Chicago, qui est une femme noire lesbienne, qui a décidé très vite d'attaquer ce problème de front. Elle a réduit les violences, les incivilités et elle a rendu l'espace public bien plus sûr, sans jamais faire appel à la police de 30%, juste en ciblant les problèmes et en les attaquant. Alors ça peut être des problèmes d'urbanisme, des problèmes de santé publique, ça peut être des problèmes de chômage, d'ennui, et ça marche. Et puis j'aime aussi prendre l'exemple de moi, ma jeunesse, le Havre, d'où je viens, un quartier où il faisait très bon vivre, et le chômage arrive, et tout le lien social éclate, et d'un seul coup, le danger est là présent très très vite. La minuterie de l'immeuble s'arrête, le ramassage des poubelles ne fonctionne plus, l'ascenseur ne marche plus, le deal commence. Ça veut dire que les problèmes sociaux sont sociaux et pas des problèmes de sécurité. Donc la toxicomanie, c'est effectivement un problème qui est très fort, même avec le démantèlement de la colline du Crac à la porte de la Chapelle. Il reste des populations des toxicomanes. Le problème, ce n'est pas les toxicomanes, c'est la toxicomanie et c'est ce problème-là qu'il faut régler. La difficulté, c'est que c'est des populations qui sont très vulnérables, qui sont en situation de précarité et qui ont besoin d'un accompagnement réel, d'un accompagnement médical, d'un accompagnement psychologique pour être amenés vers la sortie de leurs addictions. Et donc, nous, ce que nous proposons, c'est vraiment de renforcer cet accompagnement de façon à aider les populations concernées à sortir de cette situation. Ce n'est pas simple, parce que c'est des populations qui sont vraiment très éloignées de l'emploi, qui sont souvent sans logement fixe, etc. Mais il faut renforcer toutes les mesures sociales autour des toxicomanes pour les aider à sortir de la toxicomanie. Oui, il faut prendre soin d'eux, eux aussi. Ils méritent un vrai traitement correct. C'est un problème sanitaire. Ça peut être aussi un problème de lien social, évidemment, parce que ces gens-là sont marginalisés, se sont exclus ou ont été exclus. Et ils sont d'abord malades et dangereux pour eux. Et donc, évidemment, il faut tout faire pour leur permettre de revenir dans la société, même si c'est difficile parfois. Alors, le logement, c'est vraiment la question centrale pour les Parisiens. On a des difficultés croissantes à se loger pour les classes populaires, pour les classes moyennes, avec des loyers qui explosent. Nous, dans nos objectifs, on a effectivement la possibilité de mettre en place des mesures qui sont un peu des mesures radicales pour faire que les loyers baissent. Notre mesure la plus importante sur ce thème, c'est de mettre en place un encadrement des loyers à la baisse. Donc, ce n'est pas une compétence pour l'instant de la mairie, mais nous réclamons que cette compétence nous soit donnée de façon à ce que nous puissions empêcher cette flambée des loyers qui empêche les classes moyennes et les classes populaires de se loger à Paris. Notre deuxième objectif, c'est de réquisitionner au moins une partie des logements vides. On a des Parisiens qui ont du mal à se loger et parallèlement, on a 248 000 logements vides à Paris, qui sont vides en partie parce que c'est plus intéressant pour les spéculateurs de laisser des logements vides pour pouvoir revendre plus vite ces logements. C'est quelque chose qui est intolérable quand on sait qu'il y a des gens qui sont à la rue, des gens qui sont dans un habitat indigne. Donc nous voulons mettre en place une réquisition des logements vides. Nous voulons aussi limiter la possibilité de louer avec Airbnb, réduire le nombre de jours où on peut louer avec Airbnb et puis renforcer les contrôles parce que c'est trop facile aujourd'hui de contourner la loi par rapport à la sous-location.
de façon à remettre massivement des logements sur le marché. Et cette remise sur le marché devrait pouvoir limiter les hausses de loyers et même, nous l'espérons, pouvoir faire baisser les loyers. Pour ce qui concerne le logement social, le problème du logement social, c'est qu'aujourd'hui, on a la masse des demandeurs de logements sociaux. 72% des demandeurs de logements sociaux ont des revenus inférieurs au plafond PLAI. Or, c'est seulement 27% des logements sociaux qui sont dans cette catégorie. Donc, en fait, il y a un décalage entre la demande de logements très sociaux et l'offre. Donc, si on doit remettre sur le marché des logements sociaux, c'est plutôt des logements très sociaux que des logements destinés aux classes moyennes. Voilà, notre objectif, c'est vraiment de permettre aux classes moyennes, aux classes populaires de se loger plus facilement à Paris. On a rencontré les députés de Die Linke, les députés allemands, notre équivalent en Allemagne, à Berlin. Et ils ont voté la loi le 23 février 2020, donc pour l'encadrement des loyers, indexés sur 2013. Donc ça veut dire qu'en Allemagne, ils l'ont fait à Berlin, une grande capitale. Donc ça veut dire qu'on peut le faire à Paris aussi. Pour moi, oui, donc évidemment, c'est penser la ville pour les habitantes et les habitants de Paris, évidemment, c'est arrêter de bétonner. Ou alors, les constructions à venir, donc ce serait dans des matériaux écolos, donc il y a la possibilité de le faire. Et puis, il y a, nous, dans notre programme, la volonté de faire des espaces verts sur 140 hectares en pleine terre, donc il y a la possibilité de le faire. Il faut juste vérifier ce qui est faisable par rapport à ce qu'il y a en sous-sol. Voilà. Et puis là, dans le 18e, vraiment, c'est plus ciblé, c'est clair. Il y a le problème de la friche ordonnaire, mais il y a d'autres problèmes sur d'autres friches SNCF. Mais on va parler de la friche ordonnaire où, à cet endroit, les habitants réclament un parc et aujourd'hui, la mairie centrale veut bétonner encore en proposant des bureaux, des commerces, un MK2 et très peu d'espace vert. Donc un peu du blanc-fumage, on va dire. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'avec ces constructions, on va faire venir une autre population. Et de nouveau, on ne s'intéresse pas à la population qui est déjà là. On va évidemment faire monter les prix. Les gens qui vont arriver vont vivre en vase clos. Et ce mini-parc ne va pas profiter à la population qui est à l'extérieur. Donc, nous, on soutient les différents collectifs qui veulent le parc. Et évidemment, nous, on veut aussi un parc. Parce que dans le 18e arrondissement, il y a très peu d'espace vert au mètre carré par habitant. C'est moins d'1 mètre. L'OMS en préconise 6 au moins. Donc c'est vraiment scandaleux. C'est encore inégalitaire. Le 16e a le Bois de Boulogne, le 17e a le parc des Batignolles, dans le 19e, il y a les Buttes-Chaumont, et nous, on n'a rien du tout. Donc encore une fois, on bétonne où c'est déjà discriminé. Alors là, actuellement, notre ville est confrontée à une urgence sociale, une urgence écologique, et donc ça nécessite de mettre en place des moyens pour lutter, pour faire face à ces urgences. Le problème actuel, le contexte actuel, c'est qu'on a une baisse des dotations de l'État aux collectivités locales. Ça a commencé avec le gouvernement de François Hollande. Ça se poursuit avec le gouvernement de Macron. Et si on met tout bout à bout, depuis 2012, on a 9 milliards d'euros de dotation de moins pour la ville de Paris. Donc déjà, nous, on voudrait pouvoir récupérer cette dotation-là qui correspond quand même, c'est pas rien, à 1 an de fonctionnement de la ville de Paris. La deuxième chose, c'est que Anne Hidalgo a validé la contractualisation qui est proposée par Emmanuel Macron. Et cette contractualisation, elle nous met de fait sous tutelle de l'État et elle nous oblige à avoir une politique d'austérité, à restreindre les dépenses publiques alors même que nous avons besoin de faire face à l'urgence écologique, de faire face à l'urgence sociale, de construire des pistes cyclables, d'ajouter des services publics, etc. Tout un tas de choses qui sont vraiment faire face à des urgences. Et donc, ça nécessite pour nous de sortir de cette contractualisation et de reprendre la main sur notre budget pour faire les dépenses dont nous avons besoin. Vous démarrez par Paris est une ville sale. J'ai l'impression que Paris est une ville sale, mais pas pour tout le monde. Moi, je vis aux Abbesses. Les rues touristiques où les cars de touristes passent, les touristes passent, sont propres. Et bizarrement, quand on traverse le boulevard Barbès ou le boulevard Ornano, c'est déjà bien moins propre.
Ça veut dire qu'il y a déjà une discrimination, des inégalités face à la propreté. Et là, dans le 18e arrondissement, c'est privatisé, c'est une DSP. Donc, on donne au privé qui a plus vocation à faire du profit qu'à bien faire son travail. Et c'est mal fait. Donc, nous, on veut récupérer cette compétence, municipaliser. Ce sera moins cher, donc on pourra faire plus de passages. Avec plus de passages, on pourra de nouveau avoir une ville propre partout dans le 18e arrondissement. Et aussi, je pense que rendre beau, rendre fonctionnel l'espace public, réinvestir l'espace public, ça donne envie aussi, si on s'y sent bien, de le protéger, de le rendre propre, de le conserver. Voilà, donc plus on sera de monde, plus on sera ensemble, plus on sera en lien, plus on sera concerné par ce qui se passe en bas de chez soi, plus la vie sera propre. Sur les transports, le problème à Paris, le principal problème, c'est que chaque année, il y a 2500 morts prématurées à cause de la pollution. Donc, il est vraiment urgent de faire reculer la place de la voiture dans Paris. Aujourd'hui, c'est la voiture qui est prioritaire. Nous voulons changer les choses. Nous proposons de réduire le nombre de SUV, qui sont des véhicules très polluants et qui représentent 46% des immatriculations à Paris. Nous avons aussi pour projet, comme ça a pu se faire à Barcelone, de réduire le nombre de VTC, parce que c'est quand même une absurdité de voir qu'il y a des véhicules qui circulent à vide dans Paris en attendant les clients et qui du coup polluent. On veut aussi réduire, aller vers la disparition du diesel, alors évidemment en accompagnant ceux pour qui c'est plus difficile, notamment les artisans, de se débarrasser de leur véhicule diesel pour prendre un véhicule moins polluant. Nous voulons aussi aider davantage les taxis, parce que les taxis sont indispensables, en réhabilitant les bornes de taxi, en rendant plus fonctionnelle l'application Paris Taxi, qui aujourd'hui fonctionne mal alors qu'elle pourrait permettre de aider un taxi plus facilement. Évidemment, notre projet aussi, c'est de rendre plus facile le transport collectif et nous voulons le rendre gratuit. Nous pensons que c'est un droit d'avoir accès au transport et qu'il doit être gratuit pour tous, que ça favoriserait le recours au transport public. Donc, évidemment aussi en aménageant le transport public pour qu'il soit accessible aux personnes en situation de handicap. Et puis en augmentant les fréquences des bus, là, en particulier dans les quartiers enclavés. Puis évidemment, la meilleure façon de circuler dans Paris, souvent, c'est le vélo. Parce que en fait, 40% des trajets sont des trajets de moins de 5 km. Alors qu'évidemment, sur ces trajets-là, c'est le vélo qui est le plus simple. Mais aujourd'hui, on n'a pas les pistes cyclables, les aménagements, les possibilités d'attacher son vélo en toute sécurité. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler vraiment, de donner la priorité au vélo par rapport à la voiture en aménageant des pistes cyclables. On a beaucoup entendu les propositions portées par les associations de cyclistes d'avoir des grandes pistes cyclables, ce qu'ils appellent le vélopolitain, ce serait des grandes pistes cyclables qui suivraient les lignes de métro, qui seraient facilement reconnaissables, qui seraient protégées et qui permettraient de se déplacer à vélo en toute sécurité. Donc il faut renverser la logique des choses. Aujourd'hui, c'est la voiture qui est prioritaire. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit d'abord les piétons qui soient prioritaires, ensuite les vélos, ensuite les transports publics, ensuite les taxis et en dernier lieu les voitures. Dans le 18e arrondissement, il y a des écoles qui sont parfois situées à quelques centaines de mètres l'une de l'autre, et des collèges aussi, avec des disparités très fortes de composition sociale. Et nous sommes très attentifs à cette question. Nous avons rencontré le collectif Apprendre ensemble qui travaille sur ces questions et nous validons les propositions de ce collectif. Il faut revoir la sectorisation scolaire des écoles, c'est ce que peut faire la mairie du 18e. Il faut aussi revoir celle des collèges au niveau parisien, en particulier avec l'idée de mettre davantage de secteurs multicollèges qui permettent justement d'homogénéiser les compositions sociales de collèges qui sont proches géographiquement. Nous voulons aussi favoriser l'attractivité des écoles les plus contournées, notamment en mettant du périscolaire davantage, en mettant plus de moyens sur le périscolaire, de façon à ce que ces écoles soient de nouveau plus attractives.
Et puis, sur la question de la scolarité à Paris, il y a un gros problème aujourd'hui, c'est la fermeture du lycée Rabelais, qui est le seul lycée d'enseignement général et technologique. Il y a d'autres lycées, il y a 3 lycées professionnels, mais c'est le seul lycée d'enseignement général et technologique, qui actuellement est fermé parce qu'il a été mal entretenu par la région. Alors, ce n'est pas la prérogative de la mairie de s'occuper des lycées, mais nous demandons à ce que ce lycée soit maintenu dans le 18e arrondissement, que d'une solution soit trouvée très vite pour les personnels et les élèves qui actuellement sont éparpillés un peu partout dans Paris et même dans le 92. Dans 5 lieux, ils sont éparpillés, donc c'est une fin d'année scolaire qui est calamiteuse pour eux. Nous demandons qu'une solution soit trouvée très vite pour leur trouver un site à eux, tout de suite, et puis surtout quelque chose de pérenne pour la rentrée 2020 et les rentrées suivantes, parce que nous avons besoin, dans le 18e arrondissement, d'avoir la possibilité pour les enfants de notre arrondissement de poursuivre leur scolarité au lycée dans l'arrondissement. J'étais récemment à la porte d'Aubervilliers et j'étais avec un copain, Hassan, qui tient un bar. Et on est sorti, il nous a dit « Regarde, ici, il n'y a plus rien ». Et moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse revenir les commerçants. Il me disait même de la concurrence, d'autres bars. Parce qu'en fait, il n'y a plus de vie. Donc, il nous disait aussi, on pourrait mettre un marché ici. Voilà, ce sont des idées et je me balade aussi dans la Goutte d'Or. Il n'y a plus que des associations ou des rideaux qui sont tirés. On a tué la vie de proximité, on a tué le commerce de proximité, l'artisanat aussi. Donc, il faut repenser notre façon de vivre, de la ville, de consommer aussi. Évidemment, on a encouragé les grandes enseignes, donc, pour que celles-ci s'enrichissent. On a très peu préempté. Donc, moi, où j'habite, il y a un endroit qui n'a pas été préempté, qui va devenir Intermarché. Voilà, encore un truc de gros qui pille les océans. Voilà, la mairie a une vraie responsabilité. Et puis nous, ce qu'on propose aussi, moi, ce que j'aime bien dans notre programme, c'est les épiceries municipales, donc avec des produits de première nécessité, notamment des produits locaux, bio évidemment, mais on s'est trompé, on mange mexicain, on mange sushi, on mange… Non, il faut repenser local, artisanal et aussi de saison. Donc voilà, quelques idées qui me viennent comme ça. Je pense à mon copain chez qui je vais m'habiller, c'est le seul endroit où j'achète aujourd'hui, c'est à Isakin. Il fait local des vêtements avec des produits, enfin des artisans locaux, et ça marche, ça fonctionne parce que nous on adhère à ce projet-là. Il faut profiter, enfin promouvoir tout ce genre de bonnes pratiques. Ouais, ça ressemble. L'accueil des migrants, ça peut ressembler à d'autres thèmes, hein, notamment police municipale, sécurité. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on voit l'être humain? Est-ce que c'est un danger ou c'est quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose? Aujourd'hui, la catastrophe écologique et puis les guerres qui sont en route vont faire que beaucoup de gens vont arriver à Paris. Il va falloir les accueillir, ou soit s'entretuer. Donc nous, à Décidons Paris, on décide de les accueillir. La mairie de Paris, c'est 9 milliards de budget. Ça veut dire que cette mairie doit être capable d'accueillir dignement et de reloger dignement, que ce soit des SDF ou des migrants. C'est possible. Un exemple, la police municipale qu'elle veut créer, ça coûterait 60 millions d'euros, quelque chose comme ça. La candidature aux Jeux Olympiques, c'était entre 25 et 30 millions d'euros. Juste avec cet argent, vous ne voyez pas tout ce qu'on peut faire. Donc ça veut dire qu'on a les moyens, évidemment, financiers et humains aussi, puisqu'il faut de nouveau cibler les problèmes, faire en sorte qu'aussi ces migrants soient accueillis ailleurs qu'à Porte de la Chapelle, parce qu'évidemment, on mélange les publics. Il y a la drogue, il y a les migrants, et tous au même endroit. Donc on doit aussi être capable d'accueillir dans tous les arrondissements de Paris. Et c'est prouvé que c'est vertueux, qu'on reloge ces gens, ils reprennent un emploi, et tout le monde est gagnant. Nous sommes Décidons Paris, nous sommes un appel municipaliste avec quelque chose qui est très important, la démocratie, le RIC notamment, et qu'on pourrait étendre le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. Nous prenons le pouvoir légalement et nous le redonnons à des assemblées qui vont décider, et nous ne sommes que des représentants. C'est très très important, c'est aussi pour ça que moi je m'engage, puisque c'est ma première expérience en politique. Je viens des révoltes face aux discriminations et aux inégalités. Notre appel lutte contre toutes les discriminations. On est
écologique et évidemment sociale, parce que la catastrophe écologique qui arrive, c'est une catastrophe. On n'est plus dans la transition aujourd'hui. On est dans une catastrophe. Il faut l'affronter et il faut changer nos modes de vie et nos modes de consommation. Et elle va être sociale, évidemment, dans un arrondissement comme le 18e, qui est hyper inégalitaire. Ça va accentuer ces inégalités si on n'affronte pas cette catastrophe. J'aime beaucoup la phrase de Pablo Servigne qui dit « Il faut dépenser moins pour travailler moins ». On est à ce moment de notre parcours ensemble de collectif des humains.